Un fauché de 22 ans trouva une file de Hells Angels piégée sous un hélicoptère écrasé dans la neige glacée, laissée à mourir sans aide sur des kilomètres. Qu'arriva-t-il quand 182 motards se présentèrent à sa porte 3 semaines plus tard? L'autoroute de montagne s'étirait comme un long ruban blanc à travers les arbres, couverte d'une neige si épaisse que vous pouviez à peine voir où la route finissait et la forêt commençait. C'était le genre de froid qui faisait mal à votre nez quand vous inspiriez. Le genre qui transformait votre souffle en une petite nuage de brouillard qui disparaissait dans le ciel gris de février. Danny Reeves agrippa le volant de son vieux pick-up Ford des deux mains, sentant le véhicule trembler et cliqueter alors qu'il poussait à travers la tempête. Le camion avait 15 ans, peut-être plus, avec de la rouille mangeant des trous dans les panneaux de porte et un moteur qui brûlait l'huile plus vite qu'il ne le devrait. Chaque fois que Danny tournait de la clé, il disait une petite prière pour qu'il démarre parce que sans ce camion, il n'avait aucun moyen d'aller au travail. Et sans travail, il n'avait aucun moyen de payer quoi que ce soit du tout. Il avait 22 ans, mais en sentait d'environ 40 la plupart des jours. Son dos lui faisait mal à force de soulever des cartons à l'entrepôt. Ses mains étaient toujours sèches et gercées par le froid. Il avait 12 $ sur son compte bancaire et c'était encore 2 semaines avant le jour de paie. Les calculs ne marchaient jamais bien. Le loyer était de 450 $ par mois pour un petit appartement avec des taches d'eau brune au plafond. Sa mère avait besoin de médicaments qui coûtaient 60 $ chaque semaine. Sa petite sœur Emma avait besoin d'un appareil dentaire, ce qui, selon le dentiste, coûterait 3 000 $. Argent qui aurait aussi bien pu être 3 millions. Alors Danny travaillait. Il travaillait le quart de jour à l'entrepôt, et quand il lui offrait des heures supplémentaires sur le quart de nuit, il disait oui, même si cela signifiait conduire 40 miles au nord à travers des routes de montagne par un temps hivernal qui pouvait vous tuer si votre voiture tombait en panne. Son père était mort il y a 3 ans, crise cardiaque à 47 ans, tombé mort dans l'allée en réparant une tondeuse à gazon pour un voisin. Papa n'avait jamais eu beaucoup d'argent non plus, mais il avait des règles selon lesquelles il vivait. Et il s'assurait que Danny les apprenne aussi. Tu te présentes quand les gens ont besoin de toi. Son père disait, tu ne passes pas devant quelqu'un en panne sur le bord de la route. Tu ne détournes pas le regard quand quelque chose ne va pas. C'est ce qui sépare les hommes des garçons. Danny essayait de vivre selon ses règles, même quand c'était dur. Même quand il était fatigué, même quand chaque partie de lui voulait juste abandonner et laisser quelqu'un d'autre gérer les problèmes du monde, la neige empirait maintenant. Maintenant, de gros flocons de la taille de pièces de 25 cents frappant le pare-brise si vite que les essuie-glaces pouvaient à peine suivre. Danny ne pouvait voir qu'environ 20 pieds devant lui. La route serpentait et se tordait à travers les montagnes avec des pentes abruptes d'un côté qui tombait dans le vide. Il pensait à faire demi-tour et rentrer chez lui. Son patron serait en colère, mais il comprendrait. Personne ne voulait que ses travailleurs meurent en route pour un quart de travail. Mais faire demi-tour signifiait perdre 8 heures de salaire à temps et demi. C'était presque 200 $. 200 $ signifiait l'épicerie pour 2 semaines. Cela signifiait garder les lumières allumées. Cela signifiait peut-être, juste peut-être, commencer à économiser un peu pour l'appareil dentaire de main. La radio jouait de la musique country, le signal se coupant avec des parasites alors que le camion montait plus haut dans les montagnes. Les mains de Danny étaient froides même à l'intérieur de ses gants de travail. Le chauffage dans le camion ne fonctionnait que parfois, et aujourd'hui il soufflait de l'air froid qui sentait les vieilles feuilles et l'huile moteur. Il portait son épais manteau d'hiver, le bleu marine avec la déchirure dans la manche qu'il avait toujours l'intention de recoudre, et en dessous un sweat à capuche et une chemise en flanelle. Ce n'était toujours pas assez. Ses orteils étaient engourdis à l'intérieur de ses bottes de travail. Il pensait à Emma, à comment elle souriait avec sa main sur sa bouche parce qu'elle était gênée par ses dents tordues. Les enfants à l'école se moquaient d'elle parfois. Elle ne le disait jamais, mais Danny pouvait le voir.
Elle n'avait que 13 ans et apprenait déjà que le monde était plus dur quand on n'avait pas d'argent, que les autres enfants remarquaient quand vous portiez les mêmes vêtements chaque semaine, quand vos chaussures avaient des trous, quand vous ne pouviez pas vous permettre de rejoindre les équipes sportives ou d'aller au voyage scolaire. Danny voulait mieux pour elle. Il voulait qu'elle sourie sans cacher son visage. Il voulait qu'elle ait des chances qu'il n'avait jamais eues. La pensée d'Emma le maintenait à conduire en avant à travers la neige, même alors que la tempête empirait. Même alors que le camion glissait et dérapait sur la route glacée, il pensait à son sourire quand il le sentit. Un son qui n'était pas vraiment un son, mais plus comme une sensation dans sa poitrine. Un boom profond qui semblait venir de l'intérieur de la montagne elle-même. Il retentit à travers le camion et fit vibrer le volant dans ses mains. Le pied de Danny se souleva de la pédale d'accélérateur et il se pencha en avant, essayant de voir à travers la neige. Quelque chose était arrivé. Quelque chose de grand et de mauvais. Alors il vit la fumée. Elle s'élevait noire et huileuse contre le ciel blanc. Peut-être un quart de mile de vent, juste où la route tournait autour de la montagne. Fumée noire signifiait feu. Signifiait quelque chose brûlant qui ne devrait pas brûler. Signifiait métal ou plastique ou produit chimique. Le cœur de Danny commença à battre plus vite. Ses mains se serrèrent sur le volant. Chaque sonnette d'alarme dans sa tête se déclenchait, lui disant de ralentir, d'être prudent, de se protéger. Mais la voix de son père était là aussi, ferme et calme, comme elle l'était toujours. Tu ne passes pas devant quelqu'un qui a besoin d'aide, fils. Tu ne fais juste pas ça. Alors que Danny arrivait dans le virage, allant lentement maintenant, peut-être 15 mètres par l'heure, il le vit et son souffle s'arrêta dans sa gorge. Un hélicoptère fracassé contre le flanc de la montagne comme si quelqu'un l'avait jeté là. L'avant était écrasé comme une canette de soda. Les pales étaient brisées et tordues. Un patin d'atterrissage s'était arraché complètement et gisait dans la neige à 30 pieds de distance. De la fumée noire s'échappait du moteur, se mélangeant à la neige qui tombait pour créer un brouillard gris qui planait dans l'air comme un fantôme. Et là, dans la neige entre la route et l'épave, était une personne. Une fille allongée sur le côté avec une partie du train d'atterrissage sur ses jambes, la clouant au sol. Elle ne bougeait pas. Danny tira le camion si vite que l'arrière bascula et faillit aller dans le fossé. Sa main tremblait alors qu'il attrapait son téléphone dans le porte-gobelet. Pas de signal. L'écran montrait une barre, puis rien, puis une barre à nouveau. Il était trop haut dans les montagnes, trop loin de toute tour de téléphonie cellulaire. Il fourra le téléphone dans sa poche et ouvrit la porte du camion. Le froid le frappa comme un coup de poing au visage. Le vent était fort ici, poussant la neige de côté, rendant difficile de voir. Danny sauta du camion et courut vers la fille, ses bottes s'enfonçant profondément dans la neige à chaque pas. Les jambes de Danny poussaient à travers la neige qui lui arrivait au-delà des genoux, et chaque pas donnait l'impression de marcher dans du ciment mouillé. Son souffle sortait en rapides bouffées blanches que le vent arrachait. Le froid mordait son visage et ses mains, aiguisées comme de petits couteaux. Alors qu'il s'approchait de l'hélicoptère, il pouvait le sentir. Ce mélange écœurant de métal brûlé et de carburant renversé et de quelque chose d'autre, quelque chose de doux et de faux qui lui retournait l'estomac. L'épave fumait toujours. De fins rubans noirs s'enroulant vers le ciel enneigé. Des morceaux de verre et de métal gisaient éparpillés sur le sol blanc comme des pièces de puzzle d'un cauchemar. La fille était à environ 20 pieds de la partie principale de l'hélicoptère écrasé. Elle portait une veste en cuir noir déchirée le long d'un bras et Danny pouvait voir du sang rouge foncé contre la neige blanche. Ses jeans étaient déchirés aussi. Une de ses bottes manquait. Ses cheveux sombres étaient éparpillés autour de sa tête, mélangés à la neige et emmêlés de sueur ou de sang. Danny ne pouvait dire lequel. Mais ce qui l'effrayait le plus était le morceau de métal sur ses jambes, une partie du train d'atterrissage de l'hélicoptère, un tube d'acier tordu qui devait peser des centaines de livres.
Il gisait sur elle juste au-dessus des genoux. Et même à quelques pieds de distance, Danny pouvait voir que ses jambes étaient pliées à des angles qui n'étaient pas corrects. Il s'agenouilla à côté d'elle, ses genoux craquant à travers la couche supérieure gelée de la neige, et c'est alors que ses yeux s'ouvrirent. Ils étaient gris-bleus comme le ciel avant une tempête, et ils le regardèrent droit avec un mélange d'espoir et de peur qui fit serrer le cœur de Danny dans sa poitrine. Ses lèvres devenaient violettes, la couleur d'une ecchymose. Elle tremblait, tout son corps frissonnant même si elle essayait de rester immobile. « Aidez-moi, dit-elle, et sa voix était si basse. Danny pouvait presque pas l'entendre à cause du vent. « S'il vous plaît, je ne sens pas mes jambes. » L'esprit de Danny s'emballait. Il avait suivi un cours de premier secours une fois au lycée, mais c'était il y a des années, et il ne se souvenait pas de grand-chose sauf de la règle la plus importante, celle qu'il disait encore et encore. Ne bougez pas quelqu'un qui pourrait avoir une blessure au dos ou au cou. Vous pourriez leur faire plus de mal. Vous pourriez les rendre incapables de marcher pour le reste de leur vie. Mais en regardant cette fille, le bleu de ses lèvres et la façon dont elle tremblait, Danny savait qu'elle n'avait pas des heures à attendre. Peut-être même pas 1 heure. Le froid allait la tuer s'il ne faisait rien. « Je suis Danny, dit-il, essayant de garder sa voix calme, même si son cœur tambourinait. « Je vais vous aider. »« D'accord. Comment vous appelez-vous? »« Là, dit-elle à travers des dents qui claquaient. « Mon nom est Laïa. C'est à quel point? » Danny regarda le métal sur ses jambes et ne savait pas quoi dire. Comment dites-vous à quelqu'un que mauvais pourrait ne pas être un mot assez fort? Il sortit son téléphone à nouveau, espérant que le signal s'était peut-être amélioré, mais l'écran ne montrait toujours rien. Pas de barre, pas de connexion, juste un morceau de verre et de plastique inutile. « Je vais essayer de déplacer ça de vous, » dit Danny, tendant la main vers le tube d'acier. Il enroula ses mains gantées autour et tira. Rien ne se passa. Il aurait aussi bien pu essayer de soulever une voiture. Le métal ne bougea pas, même un tout petit peu. Il essaya encore, y mettant ses jambes, tirant jusqu'à ce que ses bras tremblent et que son visage devienne chaud malgré le froid. Le tube se déplaça peut-être d'un demi-pouce puis s'arrêta. Laïa fit un son, un petit halètement de douleur, et Danny lâcha immédiatement. « Désolé, désolé, dit-il. Je suis désolé. » Ya respirait vite maintenant, de petites respirations rapides comme un lapin. « C'est bon, dit-elle, mais sa voix était plus faible qu'avant. Mon père a toujours dit que j'étais trop têtu pour mon propre bien. Il m'a dit de ne pas prendre l'hélicoptère par ce temps. M'a dit que je n'étais pas prête. Je suppose qu'il avait raison. » Danny remarqua l'écusson sur sa veste. Puis il était sur le dos, visible là où la veste s'était tordue quand elle était tombée. Un crâne avec des ailes largement déployées et au-dessus brodé en fil d'argent les mots Hells Angels. En dessous, Californie. Danny avait déjà vu des écussons comme ça aux infos et parfois en ville quand des groupes de motards passaient. Il savait ce que ça signifiait. C'étaient des gens sérieux, des gens qui prenaient soin des leurs, des gens avec qui tu ne te mêlais pas. Et cette fille allongée dans la neige, c'était la file de quelqu'un, la file de quelqu'un d'important. « Votre père est dans le club? » demanda Danny, connaissant déjà la réponse. Laïa essaya de rire, mais cela sortit comme une toux. « Président de chapitre, dit-elle. Il va être tellement en colère contre moi. J'ai pris l'hélicoptère sans demander. Je voulais juste prouver que je pouvais le gérer. Je voulais lui montrer que je n'étais pas juste une petite fille qui avait besoin d'être protégée. » Ses yeux se remplirent de larmes qui gelèrent sur ses joues. « Plutôt stupide, hein? » Danny secoua la tête. « Non, dit-il, pas stupide, je comprends. » Et il comprenait. Il comprenait vouloir se prouver, vouloir montrer que l'on était plus que ce que les gens pensaient que l'on était. Il avait passé toute sa vie à essayer de prouver qu'être pauvre ne signifiait pas être sans valeur, que travailler dans un entrepôt ne signifiait pas que vous n'aviez pas d'importance. « Nous allons vous sortir d'ici. » « Je promets. » Mais même en le disant,
Danny regardait autour de lui et ne voyait rien d'utile. L'autoroute était vide. Aucune voiture n'était passée depuis qu'il s'était arrêté. La neige tombait plus fort maintenant, les flocons plus petits et plus en colère. Le genre de neige qui signifiait qu'une tempête sérieuse arrivait. Son camion était le seul véhicule en vue, et même celui-là commençait à se couvrir de blanc. L'épave de l'hélicoptère s'éteignait. La fumée devenant plus fine, mais cela signifiait juste que le feu qui avait gardé un peu de chaleur dans l'air s'éteignait. La température baissait. Danny pouvait le sentir. Le froid devenant plus méchant, plus dangereux. Il courut vers son camion, ses bottes glissant sur la route glacée. Il tira à l'arrière et commença à sortir tout ce qu'il avait. Un démonte-pneus, une bobine de corde raide de vieillesse, un petit cric hydraulique qu'il utilisait quand il devait changer un pneu, une boîte à outils avec quelques clés et un marteau, une lampe de poche qui marchait à peine. Ce n'était pas grand-chose. Ce n'était presque pas assez, mais c'était tout ce qu'il avait. Danny porta tout à Laia, faisant 2 voyages parce que ses bras ne pouvaient porter qu'autant. Elle le regardait avec ses yeux gris-bleus et il pouvait voir qu'elle essayait de rester éveillée, essayant de rester concentrée. Mais le froid et la douleur la tiraient vers le bas comme des poids. Il connaissait ce regard. Il l'avait déjà vu sur le visage de son père à l'hôpital. Ce regard de quelqu'un luttant pour rester présent même, alors que son corps commençait à abandonner. « Parlez-moi, dit Danny alors qu'il commençait à travailler, coinçant le cric hydraulique sous le tube métallique, tassant de la neige autour pour le maintenir stable. « Parlez-moi de votre père. Parlez-moi du club. » La voix de Yaila était basse, mais elle essaya. « Papa m'a appris à rouler quand j'avais 7 ans. » Elle dit, « M'a mise sur une petite moto tout-terrain et m'a dit que la peur n'était qu'une chose que tu devais traverser le club. Ils sont comme une famille, vous savez. Quand ma mère est partie, quand les choses ont mal tourné, ce sont eux qui se sont présentés. Ce sont eux qui ont veillé à ce que nous ayons de la nourriture, à ce que les factures soient payées. Papa a toujours dit que le club prend soin des siens. » Danny pompa la poignée du cric et le tube se souleva un tout petit peu, peut-être un pouce. Pas assez, pas du tout assez. Il attrapa des rochers sur le bord de la route, des gros qu'il pouvait à peine soulever, et les poussa sous le tube, construisant un support. Le vent devenait plus fort. Ses doigts semblaient ne pouvoir se casser. Il ne sentait plus du tout ses orteils. « Continue de parler, dit Danny. Ne t'arrête pas de parler. » Il s'inquiétait toujours pour moi, dit Laia. Ses mots commençaient à s'embrouiller un peu. Voulait que j'aille à l'université, que je m'éloigne de cette vie. Mais je ne voulais pas partir. Je voulais voler. Voulait être là-haut où rien ne pouvait me toucher. Elle toussa, et Danny vit de la mousse rose au coin de sa bouche, ce qui signifiait de mauvaises choses, signifiait une hémorragie interne ou des poumons perforés. J'ai l'impression de flotter maintenant. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Vous ne flottez pas, dit Danny, même s'il était assez sûr qu'elle était en état de choc. Vous êtes juste ici avec moi, et nous allons vous ramener à la maison. Il pompa le cric à nouveau, et le tube se souleva d'un autre pouce, 2 au total maintenant. Il pouvait peut-être passer ses bras sous elle, pouvait peut-être la traîner dehors. Mais si son dos était brisé, si sa colonne vertébrale était endommagée, l'attirer pourrait signifier qu'elle ne marcherait plus jamais, pourrait signifier qu'elle passerait le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. La main de Danny s'arrêta sur la poignée du cric. La voix de son père était dans sa tête à nouveau, claire comme le jour. Parfois, il n'y a pas de bon choix, fils. Parfois, tu dois juste choisir le choix avec lequel tu peux vivre et d'espérer à Dieu que ça marche. Danny regarda Laia, le bleu se répandant sur ses lèvres, la façon dont ses yeux commençaient à se fermer, et il fit son choix. Il préférait qu'elle soit vivante dans un fauteuil roulant que morte dans la neige. « Lila, dit-il, se déplaçant vers ses épaules, « je vais vous tirer dehors maintenant. Ça va faire mal. Je suis désolé, mais ça va faire très mal. Vous devez essayer de garder votre dos droit. D'accord, essayez de ne pas vous tordre.
Ses yeux se concentrèrent sur lui une fois de plus. « Fais-le, » murmura-t-elle. Danny passa ses mains sous les bras de Laïa, ses gants agrippant le cuir glissant de sa veste. Il pouvait la sentir trembler, de violents frissons qui parcouraient tout son corps. La neige continuait de tomber, couvrant tout, rendant le monde plus petit et plus fermé. Le dos de Danny était déjà douloureux à cause du travail à l'entrepôt. Et maintenant, il lui demandait de tirer une personne adulte à travers la neige profonde, tout en étant prudent de ne pas se tordre ou de ne pas donner d'à-coups. Il fit une prière à son père, à Dieu, à quiconque pourrait écouter. « Sur 3, dit Danny. 1, 2, 3. Il tira et Laïa hurla. Le son était comme rien que Danny n'ait jamais entendu auparavant. Un couteau de douleur aigu et vif qui coupait à travers le vent et la neige et allait droit dans ses os. Il continua à tirer de toute façon, ses bottes s'enfonçant dans la neige pour la traction, ses bras brûlant d'effort. Les jambes de Laïa se libérèrent du tube métallique avec un bruit de raclement écœurant. Et Danny vit des choses qu'il aurait souhaité ne pas avoir vues. Os et sang et angles qui lui retournèrent l'estomac. Mais elle était libre. Elle était sortie de dessous le métal. Il ne s'arrêta de tirer que lorsqu'ils furent à 10 pieds de l'hélicoptère, loin de l'épave et de l'odeur de carburant. Puis il s'effondra dans la neige à côté d'elle, respirant si fort que sa poitrine lui faisait mal. Laïa s'était évanouie. Son visage était blanc comme du papier sauf ses lèvres, qui étaient maintenant complètement violettes. Danny posa ses doigts sur son cou, comme il l'avait appris dans ce cours de premier secours, et sentit un pouls, faible et rapide, comme le battement de cœur d'un petit oiseau. Passant à autre chose, une pure peur maintenant. Danny passa ses bras sous Laïa et la souleva. Elle était plus lourde qu'il ne s'y attendait. Peut-être 130 livres de poids de mort et ses jambes faillirent les lâcher. Mais il pensa à Emma, à sa mère, à toutes les personnes qui avaient eu besoin qu'il soit fort quand il ne se sentait pas fort. Et il commença à marcher vers son camion. Chaque pas était sa propre bataille. La neige s'agrippait à ses bottes. Le poids de Laïa faisait hurler son dos. Le vent le poussait comme s'il essayait de le renverser. 20 pieds jusqu'au camion semblaient 20 mètres. Quand il atteignait enfin le camion, les bras de Danny tremblaient si fort qu'il faillit la laisser tomber. Il ouvrit la porte passager et la posa sur le siège aussi doucement qu'il put. Ses yeux s'ouvrirent un instant. « Froid », murmura-t-elle. Danny enleva son manteau, son épais manteau d'hiver bleu marine avec la manche déchirée, et l'enroula autour d'elle. Le froid le frappa immédiatement, comme sauter dans de l'eau glacée. Sous le manteau, il portait un sweat à capuche et une chemise en flanelle, mais ce n'était pas suffisant. Ne serait jamais assez par ce temps. Il s'en fichait. Il claqua la porte et courut vers le côté conducteur, tout son corps tremblant aussi maintenant. Le camion démarra du premier coup, ce qui sembla un miracle. Danny mit le chauffage au maximum, même si cela prendrait 10 minutes pour chauffer. Même si à ce moment-là, il soufflait juste de l'air froid. Il regarda Laïa, le sang imbibant son manteau, et sut qu'elle était en train de mourir. Elle mourait juste là dans son camion, et il devait faire quelque chose. Danny attrapa son téléphone à nouveau. Une minuscule barre de signal. Il composa le 911 et retint sa respiration. L'appel se connecta, se coupa, se connecta à nouveau. Une voix de femme crépita à travers le statique. « 911, quelle est votre urgence? »« Crash d'hélicoptère, dit Danny ici, ses mots se bousculant. »« Autoroute de montagne, borne kilométrique 32, je pense. »« Fil piégé. Je l'ai sortie, mais elle est gravement blessée. »« Saignant, ne sent pas ses jambes. Nous avons besoin d'aide tout de suite. » Plus de statique, la voix se coupa. « Peut pas. Temps hélicoptère. »« Hôpital. »« Quoi? » cria Danny dans le téléphone. « Je ne vous entends pas. Allez à l'aire de repos des camions. » Borne 47, ambulance. L'appel se coupa. Danny essaya de rappeler, mais maintenant il n'y avait plus de barre du tout.
Il jeta le téléphone sur le tableau de bord et posa les deux mains sur le volant. Borne kilométrique 47. C'était à 15 miles, peut-être plus. 15 miles sur des routes qui empírissaient de minute en minute dans un camion qui pouvait à peine monter une petite côte avec une fille qui pourrait mourir avant qu'il n'y arrive. Danny regarda Laia à nouveau. Sa respiration était si superficielle qu'il pouvait à peine voir sa poitrine bouger. Le sang s'accumulait sous le siège. Il pensa à son corps à l'entrepôt, à comment son patron avait probablement déjà remarqué qu'il n'était pas là, à comment ce travail était la seule chose qui empêchait sa famille d'être sans abri. Il pensa à la paie d'heures supplémentaire qu'il perdait dans ce moment, les 200 $ qui signifiaient l'épicerie et les lumières, et peut-être un peu pour l'appareil dentaire d'Emma. Puis il regarda le visage de Wyla, la fille de quelqu'un mourant dans son camion, et il mit le camion en marche. La route était terrible. Ce qui était couvert de neige il y a 1 heure était maintenant de la glace lisse et mortelle. Le camion glissait et dérapait, l'arrière basculant chaque fois que Danny touchait les freins. Il devait aller lentement, peut-être 20 milles/heure, alors que ce qu'il voulait était d'accélérer à fond et de courir vers cette aire de repos. Mais aller vite signifiait glisser de la route, signifiait s'écraser, signifiait les deux mourir dans la neige. Alors Danny conduisit prudemment et régulièrement, ses mains verrouillées sur le volant, ses yeux verrouillés sur la route. « Reste avec moi », dit Danny à Laia, même si elle était inconsciente. « Reste avec moi, s'il te plaît. Ton père t'attend, le club t'attend. Tu n'as pas le droit de mourir dans mon camion. Tu m'entends? Tu n'as pas le droit de faire ça. » Laia ne répondit pas. Danny continua de parler de toute façon. Il lui parla d'Emma, de comment sa petite sœur voulait être vétérinaire quand elle serait grande, comment elle aimait les animaux plus que les gens parfois. Il lui parla de sa mère qui travaillait 2 emplois à nettoyer des maisons et trouvait encore le temps de faire le petit déjeuner chaque matin. Il lui parla de son père, de la tondeuse à gazon et de la crise cardiaque et des règles de ne pas passer devant des gens qui avaient besoin d'aide. Il parla de l'entrepôt, des cartons et des palettes et des chariots élévateurs, de comment chaque carton qu'il déplaçait mettait de la nourriture sur la table de quelqu'un quelque part. Il parla de tout et de rien parce que parler signifiait qu'il n'était pas seul, signifiait que Laia n'était pas seule, signifiait qu'ils se battaient tous les deux ensemble. Les miles passaient lentement. Borne kilométrique 35, borne kilométrique 38. La neige ne s'arrêtait pas. Au contraire, cela empirait, et les essuie-glaces de Danny faisaient un bruit de grincement qui signifiait qu'il ne durerait pas beaucoup plus longtemps. Le chauffage du camion s'était finalement mis en marche, et de l'air chaud soufflait des bouches d'aération. Mais la vitre passager était fissurée, et de l'air froid fuyait à l'intérieur, et Danny ne pouvait pas se pencher sur Laia pour la remonter sans lâcher le volant. Borne kilométrique 40. Les mains de Di étaient à l'étroit à force de serrer le volant si fort. Ses épaules étaient des nœuds de douleur. Il n'avait rien mangé depuis ce matin-là. Un morceau de pain grillé au beurre de cacahuètes qui semblait il y a des jours maintenant, au lieu d'heures. Son estomac se mangeait lui-même et il l'ignorait. Son téléphone sonna et il l'attrapa, espérant l'opérateur du 911 rappelant, mais c'était son patron. « Reeves, où diable es-tu? »« Je suis désolé, » dit Danny. « Il y a eu un crash, un hélicoptère. Quelqu'un est gravement blessé. J'ai dû aider. »« Tu as dû aider? » La voix de son patron était en colère et fatiguée. « Tu sais combien de personnes veulent ton travail. Tu sais combien de candidatures j'ai sur mon bureau? Je sais, je suis désolé, je serai là demain, je promets. Ne te donne pas la peine. Tu es viré. Ne reviens pas. » L'appel se termina. Danny sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Une fissure comme de la glace. Mais il n'eut pas le temps d'y penser. N'eut pas le temps de penser au loyer ou aux factures ou à l'appareil dentaire d'Emma ou à comment il allait dire à sa mère qu'il avait perdu son travail. Il continua juste à conduire parce qu'arrêter signifiait abandonner et il n'avait jamais abandonné quoi que ce soit dans sa vie. Borne kilométrique 43. Laia fit un son
Un petit gémissement qui était moitié douleur et moitié autre chose. Ses yeux s'ouvrirent juste un peu et elle regarda Danny. « Suis-je en train de mourir? » demanda-t-elle. « Non, dit Danny, même s'il n'était pas sûr. « Non, vous n'êtes pas en train de mourir. Nous y sommes presque. Nous sommes presque à l'aide. »« Pourquoi faites-vous ça? » La voix de Laïa était si basse, Danny dut se pencher vers elle pour entendre. « Vous ne me connaissez pas. Pourquoi faites-vous ça? » Danny pensa à son père à nouveau, à ses règles qui semblaient simples, mais étaient en fait les choses les plus dures au monde à suivre. « Parce que vous aviez besoin d'aide, dit-il. C'est tout. Vous aviez besoin d'aide et j'étais là. » Les yeux de Laïa se refermèrent, mais Danny vit quelque chose sur son visage. Le plus petit sourire, comme peut-être elle le comprenait, comme peut-être dans toute la douleur et la peur, elle avait trouvé quelque chose à quoi s'accrocher. Danny appuya plus fort sur la pédale d'accélérateur et le camion avança à travers la tempête. Borne kilométrique 45. Le moteur du camion faisait un nouveau son maintenant, un cognement qui signifiait que quelque chose n'allait pas, signifiait qu'il le poussait trop fort, mais ils étaient ainsi proches, juste 2 miles de plus. Danny pouvait voir la lueur des lumières devant, orange et brillante contre le ciel blanc. Borne kilométrique 46. Le cognement devint plus fort. De la fumée noire commença à sortir de sous le capot, se mélangeant à la neige blanche. Le cœur de Jay tambourinait dans sa poitrine, mais il ne ralentit pas. Si le camion mourait, s'il mourait tout de suite, il porterait Laïa le reste du chemin. Il ramperait s'il le fallait. Borne kilométrique 47. L'air de repos des camions apparut comme une vision. Lumière vive et bâtiments, et devant, une ambulance, rouge et blanche, avec des lumières clignotantes. Danny s'engagea trop vite, le camion dérapant sur la glace et s'immobilisant brusquement juste à côté de l'ambulance. Des gens en uniforme couraient vers lui avant même qu'il n'ait ouvert la porte. « Ici !» cria Danny. « Elle est ici! Elle a besoin d'aide maintenant! » Les gens en uniforme bougeaient comme s'ils avaient fait cela 1000 fois. Ils sortirent Laïa du camion en quelques secondes sur une civière, vérifiant sa respiration et son pouls, et criant des mots médicaux que Danny ne comprenait pas. L'une d'elles, une femme aux yeux jaunes et aux cheveux gris, regarda Danny. « Vous lui avez sauvé la vie, fils, dit-elle. Encore 20 minutes et nous aurions une conversation différente. » Puis il chargeait Laïa dans l'ambulance et les portes se fermaient et les lumières devenaient plus petites alors qu'elle s'éloignait. Danny se tenait là sur le parking, portant juste son sweat à capuche et sa chemise en flanelle, couvert de sang qui n'était pas le sien, tremblant de froid et de choc et du poids de tout ce qui venait de se passer. Son camion tournait encore à peine, le moteur cognant comme si quelqu'un était à l'intérieur avec un marteau. Il n'avait pas de travail, il n'avait pas d'argent, il n'avait aucune idée de comment il allait réparer tout ça. Mais Laïa était vivante. La fille de quelqu'un était vivante parce qu'il s'était arrêté pour aider, parce qu'il s'était souvenu des règles de son père, parce qu'il avait choisi de faire la chose difficile au lieu de la chose facile. Danny remonta dans son camion et commença le lent trajet de retour à la maison à travers la neige. Et il ne savait pas si c'était suffisant, mais ça allait devoir l'être. 3 jours après le crash, Danny était assis dans son appartement, regardant des factures étalées sur la table basse comme des cartes dans un jeu qu'il perdait. L'appartement était froid parce qu'il avait baissé le chauffage pour économiser de l'argent. Dehors, la neige couvrait le parking d'une épaisse couverture blanche que personne n'avait pris la peine de pelleter. Son téléphone était posé à côté des factures, silencieux et inutile. Danny avait appelé son ancien patron 6 fois, demandant son travail en retour, offrant de travailler des quarts supplémentaires, promettant qu'il ne manquerait plus jamais un jour. Mais l'homme ne répondait même plus au téléphone. Les chiffres sur les factures ne s'additionnaient pas correctement, peu importe combien de fois Danny essayait. Le loyer était dû dans 10 jours. Sa mère avait besoin de ses médicaments demain. La facture d'électricité était en retard de 2 semaines et avait un avis rouge vif agrafé dessus qui disait
Dernier avertissement, en lettres assez grandes pour être vu à travers la pièce. L'appareil dentaire d'Emma était toujours à 3 000 $ de distance, ce qui semblait maintenant de l'argent d'une autre planète. Argent que des gens comme Danny ne toucheraient jamais. Il était allé dans 3 entrepôts différents cherchant du travail. Mais personne n'embauchait en février, et même s'il l'était, personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait été viré de son dernier emploi. Le camion de Danny était sur le parking, le capot levé. Le mécanicien a dit que cela coûterait 800 $ pour réparer le moteur. Argent que Danny n'avait pas. Alors maintenant, le camion n'était qu'un morceau de métal occupant de l'espace. Sans le camion, il ne pouvait pas aller au travail même s'il trouvait un emploi. Sans travail, il ne pouvait pas réparer le camion. C'était un cercle sans issue. Il pensait à Laïa parfois, se demandait si elle allait bien, si ses jambes fonctionnaient, si elle était à la maison avec sa famille. L'hôpital ne lui dirait rien quand il appelait. « Êtes-vous de la famille ?» demandèrent-ils. Et quand il dit non, ils dirent qu'ils ne pouvaient pas partager d'informations. Alors Danny ne savait pas de tout cela. La douleur et le sang, et perdre son travail en valaient la peine. Peut-être Laïa allait bien. Peut-être qu'elle était toujours à l'hôpital. Peut-être qu'elle était morte et personne n'avait pris la peine de lui dire. Le fait de ne pas savoir était pire que tout. Le téléphone de Danny sonna et il sursauta, espérant que c'était peut-être un travail qui rappelait. Mais c'était sa mère. Sa voix semblait petite et inquiète. « Danny, chérie, la pharmacie a appelé. Ils ont dit qu'il y a un problème avec mes médicaments. Peux-tu aller les chercher aujourd'hui? »« Oui, maman. » Danny dit, même s'il n'avait aucune idée de comment il allait payer. « Je les aurai. » « Comment va le travail? Ils te font travailler trop dur? » Danny ne lui avait pas dit qu'il avait été viré, ne lui avait pas parlé du crash ou de la fille ou de rien de tout ça. Sa mère avait assez de soucis sans ajouter ses problèmes au tas. « Ça va bien au travail, » il mentit. « Porterai les médicaments ce soir. » Après avoir raccroché, Danny compta l'argent dans son portefeuille. 23 $. Le médicament coûtait 60. Il regarda autour de son appartement les choses qu'il possédait, essayant de trouver ce qu'il pouvait vendre, une vieille télé qui marchait à peine, des vêtements, un micro-ondes auquel il manquait la poignée de porte. Rien qui vaille quoi que ce soit, rien que quiconque voudrait. Il était toujours assis là, essayant de résoudre des maths qui ne se résoudraient pas quand il les entendit. Au début, il pensa que peut-être une moto passait, le son d'un moteur grondant au loin. Mais le grondement devint de plus en plus fort. Ce n'était pas une moto, c'était beaucoup. Le son grandit jusqu'à faire trembler les fenêtres, jusqu'à ce que Danny puisse le sentir dans sa poitrine comme un second battement de cœur. Il se leva et alla à la fenêtre et son souffle s'arrêta. Le parking se remplissait de motos, des grosses, du chrome brillant même dans la lumière hivernale grise, sièges en cuir noir, moteurs qui sonnaient comme le tonnerre. Une moto, puis 5, puis 10, puis tant que Danny perdit le compte. Ils vinrent en une ligne qui semblait durer éternellement. Tournant dans son complexe d'appartements comme une parade, leurs échappements faisant des nuages blancs dans l'air froid, des motards en veste de cuir et casque, des écussons sur leur dos, se crânent avec des ailes. Le cœur de Danny commença à tambouriner. Il ne savait pas s'il devait avoir peur ou être excité ou quoi. C'étaient des Hells Angels, des douzaines d'entre eux, peut-être plus. Ils étaient là à son appartement. Les motos s'arrêtèrent et les moteurs se coupèrent un par un jusqu'à ce que tout soit silencieux, sauf le son de la neige craquant sous les bottes. Alors que les moteurs descendaient de leur moto, quelqu'un frappa à la porte de Danny. Pas un coup fort et en colère, mais ferme, le genre de coup qui disait que c'était important. Les mains de Di tremblaient alors qu'il traversait son petit salon. Il se regarda et vit qu'il portait un pantalon de survêtement avec un trou au genou et un T-shirt avec une tache dessus. Ses cheveux étaient en désordre. Son appartement était un désastre. Rien de tout cela n'importait. Il ouvrit la porte.
L'homme debout là avait la cinquantaine, grand et large, avec une barbe grise qui couvrait la moitié de sa poitrine. Son visage était buriné et dur avec des lignes autour de ses yeux, qui disaient qu'il avait vu des choses, fait des choses, vécu une vie pleine qui n'était pas toujours jolie. Il portait une veste en cuir noir avec des écussons partout. Et sur son visage, il y avait une expression que Danny ne pouvait lire. Derrière lui, remplissant le parking, il y avait plus de motards que Danny n'en avait jamais vu en un seul endroit. Ils se tenaient près de leur moto, calmes et immobiles, tous regardant la porte de Danny. « Vous, Danny Reeves ?» demanda l'homme. Sa voix était rauque, comme du gravier dans un seau. « Oui, monsieur, » dit Danny, parce que même s'il avait peur, son père lui avait appris à être poli. L'homme regarda Danny longtemps, ses yeux gris étudiant le visage de Danny comme s'il lisait un livre. Puis son expression changea, s'adoucit juste un peu, et Danny vit quelque chose d'inattendu là. Respect, peut-être même quelque chose de plus que du respect. « Je suis Wilson », dit l'homme. « Je suis le père de Laia. » L'estomac de Danny tomba. Il ne savait pas quoi dire. Wilson était-il en colère? Était-il là pour blâmer Danny de quelque chose? Danny ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. « Ma fille est vivante, grâce à vous, » dit Wilson. « Le médecin a dit que si vous l'aviez laissée là, si vous aviez attendu de l'aide, elle serait morte. Ils ont dit que vous l'aviez tirée de cette épave quand la plupart des gens auraient simplement passé leur chemin. Ils ont dit que vous l'aviez emmenée à cette aire de repos des camions à travers un temps qui aurait dû vous tuer tous les deux. »« Est-ce qu'elle va bien? » demanda Danny. Parce que c'était la seule chose qui importait. Ses jambes. « Elle va marcher à nouveau, » dit Wilson, et sa voix devint épaisse avec quelque chose qui aurait pu être des larmes, bien que ses yeux restassent secs. « Ça va prendre beaucoup de travail, mais elle va marcher grâce à vous. » Un jeune qu'elle n'avait jamais rencontré, un jeune qui avait toutes les raisons de continuer à conduire, s'est arrêté et lui a sauvé la vie. Danny sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine, repoussant le froid et l'inquiétude et les factures sur la table basse. « Je suis content, » dit-il. « Je suis vraiment content qu'elle aille bien. » Wilson hocha la tête, puis il se tourna et regarda de nouveau tous les moteurs debout sur le parking. Il leva la main et fit un geste, un mouvement simple qui sembla signifier quelque chose d'important. Les moteurs bougèrent. Chacun d'eux, plus que Danny ne pouvait compter, s'agenouilla sur un genou dans la neige. Leur tête inclinée, non pas en prière, mais en quelque chose d'autre, quelque chose que Danny n'avait jamais vu auparavant. C'était du respect pur et simple de la part de gens qui ne donnaient pas le respect facilement. 182 frères et sœurs, dit Wilson, sa voix portant à travers le parking, même s'il ne criait pas. Chaque membre du chapitre de Californie, ils sont tous ici parce que nous prenons soin des gens qui prennent soin de notre famille. Vous avez sauvé ma fille. Cela fait de vous de la famille aussi. Danny sentit des larmes lui brûler les yeux et il n'essaya pas de les arrêter. Il pensa à son père, à ces règles qui semblaient si simples mais coûtaient si cher à suivre. Ne passe pas devant quelqu'un qui a besoin d'aide. Présente-toi quand ça compte. Sois quelqu'un sur qui les gens peuvent compter. Son père ne saurait jamais rien de ce moment. Ne verrait jamais ses motards s'agenouiller dans la neige. Mais d'une manière ou d'une autre, Danny sentit que peut-être il savait. Peut-être qu'il pouvait le voir d'où qu'il fût. La porte de l'un des appartements de l'autre côté du parking s'ouvrit et Danny vit sa voisine, Madame Chen, jeter un coup d'œil, les yeux écarquillés de peur. Elle vit toutes les motos et le cuir et les écussons. Et Danny savait ce qu'elle pensait. Il voulait l'appeler pour lui dire que tout allait bien. Mais Wilson parlait à nouveau. « Nous nous sommes renseignés sur vous, » dit Wilson. Et quelque chose dans sa voix fit revenir l'attention de Danny. « Nous avons découvert que vous avez été viré. Nous avons découvert que vous êtes en retard sur les factures. Nous avons découvert que vous vous êtes tué au travail pour essayer de prendre soin de votre famille. » Wilson tendit la main dans sa veste et en sortit une enveloppe épaisse et lourde. Il la tendit à Danny. « Ceci est pour vous. Paiement pour avoir sauvé Laia. Appelez ça une récompense. »
Appelez ça comme vous voulez, c'est à vous. Danny prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des piles de billets, des billets de 100 dollars, plus d'argent que Danny n'en avait jamais tenu en une seule fois. Il essaya de le compter, mais ses yeux étaient trop embués de larmes. 5 000 dollars, peut-être plus. Je ne peux pas prendre ça, dit Danny, même si chaque partie de lui le voulait. Je ne l'ai pas faite pour de l'argent. Je l'ai faite parce que c'était juste. Wilson sourit, et cela changea tout son visage. Le fait de paraître plus jeune et plus gentil. Je sais que vous l'avez fait. C'est exactement pourquoi vous l'obtenez. Le club ne donne pas d'aumône. Nous payons des dettes, et nous vous devons une dette que l'argent ne peut pas entièrement payer. Mais c'est un début. Il posa sa main sur l'épaule de Danny, lourde et chaude. Vous avez besoin d'un travail. Je possède un garage. Vous pouvez commencer lundi. Les avantages à temps plein peinent bien. Ou si vous voulez quelque chose de différent, je connais des gens. Quoi que vous ayez besoin, nous le ferons. Derrière Wilson, les motards commencèrent à se lever un par un, la neige tombant de leurs vestes de cuir. Certains d'entre eux souriaient, certains s'essuyèrent les yeux. Quelques-uns firent des signes de tête à Danny ou levèrent les mains en salut. Au milieu d'eux, luttant avec des béquilles mais avançant quand même, se trouvait Laïa. Elle était plus mince que Danny ne s'en souvenait, pâle et l'air fatigué. Mais elle était debout. Elle marchait. Elle se fraya un chemin à travers la foule de motards qui s'écartèrent pour elle comme l'eau autour d'une pierre. Et quand elle atteignit la porte, elle leva les yeux vers Danny avec ses yeux gris-bleu et sourit. « Merci, dit-elle simple et claire. Merci de ne pas m'avoir laissé. » Danny ne pouvait pas parler. Sa gorge était trop serrée, alors il hocha juste la tête. Et Laïa tendit une main tout en s'équilibrant sur ses béquilles avec l'autre, et elle serra sa main une fois, rapide et ferme. Et dans cette étreinte, il y avait tout ce que les mots ne pouvaient dire. Danny se tenait dans son embrasure de porte, tenant l'enveloppe pleine d'argent, regardant Laïa s'équilibrer sur ses béquilles, et le poids des 3 derniers jours commença à se lever de ses épaules comme un lourd manteau qu'on enlève. Le soleil essayait de percer les nuages gris, envoyant de faibles rayons de lumière sur le parking où 182 moteurs se tenaient dans la neige. La scène ressemblait à quelque chose d'un film, quelque chose qui ne pouvait pas être réel. Mais les doigts de Danny touchaient l'argent dans l'enveloppe, et Laïa était juste là devant lui, vivante et souriante, alors ça devait être réel. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle. « Je m'habitue encore à ces choses. » Elle souleva une béquille légèrement. « Et je suis gelé. »« Bien sûr, oui, désolé, » dit Danny, reculant pour la laisser passer. Laïa entra lentement dans l'appartement, chaque pas prudent, et Wilson la suivit comme une ombre protectrice. Danny regarda le désordre de son appartement, les factures éparpillées sur la table basse et la vaisselle dans l'évier, et le linge empilé sur la chaise, et se sentit gêné. Mais Wilson ne regardait pas le désordre. Il regardait Danny avec ses yeux gris qui semblaient tout voir. Laïa s'installa sur le canapé avec un soupir de soulagement, appuyant ses béquilles contre l'accoudoir. De près, Danny pouvait voir les cicatrices sur ses mains, roses et brillantes, là où la peau guérissait encore. Elle portait un jean qui semblait lâche, probablement parce que ses jambes étaient plus minces maintenant de ne pas les avoir utilisées. Sous son manteau se trouvait un T-shirt noir avec le logo Hells Angels. « Je ne me souviens pas vraiment de grand-chose du crash, » dit Laïa. « Je me souviens de l'hélicoptère tournant, du sol montant trop vite. Je me souviens d'avoir frappé et ensuite de m'être réveillé dans la neige si froide que je ne pouvais pas penser. Et puis je me souviens de vous. Je me souviens de votre visage quand vous avez couru comme si vous aviez peur, mais vous alliez aider de toute façon. » Elle sourit. Mais Danny pouvait voir des larmes dans ses yeux. Le médecin a dit que j'étais à quelques minutes de mourir. Ils ont dit que ma température corporelle était si basse. Encore 5 ou 10 minutes et mon cœur se serait arrêté. Danny s'assit sur la chaise en face d'elle, tenant toujours l'enveloppe. « J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. »« Non, dit Wilson,
sa voix aiguë. C'est là que vous avez tort. La plupart des gens ne s'arrêteraient pas. La plupart des gens appelleraient le 911 et continueraient de conduire. Peut-être qu'ils s'en sentiraient mal plus tard. Peut-être pas, mais ils passeraient. Vous ne l'avez pas fait. Vous vous êtes arrêté. Vous l'avez tiré. Vous avez risqué votre propre vie sur ces routes pour la mener à l'aide. Ce n'est pas ce que n'importe qui ferait. C'est ce qu'un homme bon fait. Les mots frappèrent Danny quelque part profondément dans sa poitrine, à l'endroit où la voix de son père vivait. Bonhomme. Son père avait toujours dit que c'était le plus grand éloge que l'on pouvait faire à quelqu'un. Pas homme riche ou homme intelligent ou homme important, mais bonhomme. Quelqu'un qui faisait la bonne chose, même quand cela leur coûtait quelque chose. J'ai perdu mon travail à cause de ça, dit Danny. Et il ne savait pas pourquoi il le disait, sauf que cela semblait important. Semblait être quelque chose que Wilson devrait savoir. Mon patron m'a viré pour avoir manqué le cœur. Le visage de Wilson devint dur, cette douceur d'avant disparaissant comme si elle n'avait jamais été là. Quel est son nom? Ça n'a pas d'importance, dit Danny rapidement. Je ne veux pas d'ennui. J'ai juste besoin de trouver un nouveau travail. Vous avez un nouveau travail? Wilson dit. Je vous l'ai dit. Mon garage lundi matin. Reader, je vous commencerai à 25 de l'heure pour commencer. Assurance maladie après 90 jours. Et si vous êtes bon avec vos mains, si vous pouvez apprendre, il y a de la place pour progresser. Il sortit son portefeuille et tendit à Danny une carte de visite. Réparation auto Wilson, disait-il, avec une adresse et un numéro de téléphone. Vous savez quelque chose sur les voitures? Danny pensa à son père, à tous ses week-ends dans l'allée à travailler sur n'importe quelle voiture qui était tombée en panne. Papa lui enseignant sur les moteurs et les transmissions et les conduites de frein. Mon père m'a appris des choses. Je ne suis pas un expert, mais je peux apprendre. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre, dit Wilson. Quelqu'un désireux d'apprendre. Le reste, nous pouvons vous l'enseigner. Laïa se déplaça sur le canapé, grimaçant un peu en bougeant ses jambes. Papa, puis-je parler à Danny seul une minute? Wilson regarda sa fille et Danny vit quelque chose passer entre eux. Une certaine compréhension qui n'avait pas besoin de mots. « Je serai dehors, » dit Wilson. Il posa sa main sur l'épaule de Danny en passant. Un toucher lourd qui ressemblait à de l'approbation, à de l'accueil. Et puis il était parti, la porte se fermant doucement derrière lui. Danny et Laïa restèrent assis en silence un instant. Dehors, Danny pouvait entendre le grondement bas des voix, les moteurs parlant entre eux. Laïa regardait ses mains, les cicatrices en train de guérir là. « J'étais tellement en colère contre mon père, » dit-elle finalement. Avant le crash, il me disait toujours ce que je ne pouvais pas faire, où je ne pouvais pas aller, me traitant comme si j'étais faite de verre. L'hélicoptère était son bébé, cette belle machine qu'il avait passé des années à restaurer, et il ne me laissait pas la piloter seule. A dit que j'avais besoin de plus de pratique. J'étais si sûr que j'étais prête, si sûr qu'il était juste contrôlant. Elle leva les yeux vers Danny et ses yeux étaient humides. J'ai presque failli mourir parce que j'étais trop fier pour écouter. Et puis vous êtes apparu, cet inconnu complet. Et vous n'aviez pas à vous arrêter. Vous ne saviez pas qui j'étais ou qui était mon père. Vous avez juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Je ne pouvais pas vous laisser là. Danny dit, pourquoi pas? Les gens laissent les gens tout le temps. Les gens passent devant des SDF dans la rue. Les gens passent devant des voitures en panne. Les gens voient des choses qui ne vont pas et ils décident que ce n'est pas leur problème. Pourquoi étais-je votre problème? Danny y pensa. Vraiment y pensa. Mon père avait ce truc qu'il disait. Il disait, le monde est assez dur sans que nous le rendions plus dur les uns pour les autres. Il disait, si tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide et que tu peux aider, tu aides. Pas parce que tu en tireras quelque chose, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui empêche le monde de s'effondrer complètement. Il baissa les yeux sur ses mains, sur les coupures et les callosités de années de dur labeur. Il est mort il y a 3 ans, et j'essaie de vivre selon ses règles depuis.
Certains jours, je suis trop fatigué. Certains jours, je veux juste prendre soin de moi. Mais ce jour-là, sur la montagne, j'ai entendu sa voix dans ma tête et j'ai su ce que je devais faire. Laïa essuya ses yeux avec le dos de sa main. Votre père semble avoir été un homme vraiment bon. Le mien l'était aussi. Laïa dit, il me rend fou parfois, mais il est bon. Le club, ils sont tous bons à leur manière. Ils veillent les uns sur les autres. Ils ont des règles aussi, comme les règles de votre père sur la loyauté et la famille et l'honneur. Quand papa a découvert ce que vous avez fait, quand l'hôpital a appelé et lui a dit que j'étais vivante parce qu'un gamin m'avait tiré d'un hélicoptère dans un blizzard, il a convoqué une réunion. Chaque membre du chapitre est venu et papa leur a raconté votre histoire et il a dit que nous avions une dette à payer. L'enveloppe d'argent semblait lourde dans les mains de Dai. Vous ne me devez rien. Oui, nous le faisons, dit Laïa fermement. Et nous allons le payer. L'argent, le travail, c'est juste le début. Vous faites partie de la famille maintenant. Cela signifie que si vous avez besoin de quelque chose, vous appelez. Si quelqu'un vous cause des problèmes, vous appelez. Si vous voulez apprendre à faire de la moto, vous appelez. C'est comme ça que ça marche avec nous. Nous prenons soin des nôtres et vous êtes l'un des nôtres maintenant. Danny sentit quelque chose s'ouvrir en lui. Un mur qu'il avait construit au cours des 3 dernières années depuis la mort de son père. Depuis qu'il avait pris sur lui le poids de prendre soin de sa mère et d'Emma et de toutes les factures et de toutes les inquiétudes. Il avait été seul avec ça si longtemps, pourtant tout par lui-même, se disant qu'il devait être fort, qu'il devait s'en sortir tout seul. Mais voici Laïa disant qu'il n'avait plus à être seul, disant qu'il y avait des gens qui aideraient à porter le poids. Et Danny ne savait pas quoi faire de ce sentiment, sauf laisser les larmes venir. « Merci, dit-il, et sa voix craqua. Je ne sais pas quoi dire d'autre, juste merci. » Laïa sourit, un vrai sourire qui illumina tout son visage. « Vous avez sauvé ma vie. Il n'y a pas assez de merci au monde pour cela. » Elle lutta pour se lever, attrapant ses béquilles, et Danny se leva aussi. « Venez dehors, il y a quelqu'un d'autre qui veut vous rencontrer. » Danny suivit Laïa dehors dans le froid. Et quand les motards les virent arriver, ils commencèrent à applaudir. Cela commença avec une personne et se répandit à travers la foule comme un feu. 182 paires de mains se rejoignant dans des applaudissements qui résonnaient sur les immeubles. Danny sentit son visage devenir chaud de gêne, mais aussi de fierté. Et il pensa que son père aurait été fier aussi, se serait tenu là à applaudir avec le reste d'entre eux. Wilson s'avança à nouveau et cette fois il portait quelque chose. Une veste en cuir pliée sur son bras. Elle était noire avec des fermetures éclairs argentées, lourde et bien faite. Le genre de veste qui durerait des années. Wilson l'attendit à Danny. « Ceci est à vous, dit Wilson. Ce n'est pas une veste de club, vous comprenez? Vous n'êtes pas membre et nous ne vous demandons pas de l'être, mais c'est de nous. Un cadeau avec nos remerciements cousus dans chaque point. » Danny prit la veste et la déplia. Sur le dos, brodé en fil d'argent, il y avait une image d'elle largement déployée et en dessous des mots qui lui serraient la gorge. Frère par choix, famille par action. C'était la plus belle chose que Danny n'ait jamais possédée. « Essayez-la, dit Laïa. » Et Danny le fit, glissant ses bras dans les manches. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour lui. Et elle était chaude, plus chaude que son vieux manteau à la manche déchirée. Les motards applaudirent à nouveau, et certains d'entre eux sifflèrent et acclamèrent. Danny se tenait là dans sa nouvelle veste, entouré de motards et de motos, et de plus d'acceptation qu'il n'en avait jamais ressenti dans sa vie. Et pour Kim, il pensa à ce matin sur la montagne au choix qu'il avait fait de s'arrêter au lieu de passer. Cela lui avait coûté son travail et presque sa vie. Mais debout d'ici maintenant, sentant le poids du cuir sur ses épaules et voyant Laïa vivante et souriante, Danny savait qu'il ferait le même choix encore. Chaque fois, il s'arrêterait parce que c'est ce que son père lui avait enseigné. C'est ce que font les hommes bons. Et peut-être, juste peut-être, Danny Reeves était un homme bon après tout. 2 mois plus tard,
Danny se tenait dans le garage de Wilson avec de la graisse sur les mains et une clé à douille dans sa poche, écoutant son patron expliquer la différence entre un injecteur de carburant et une pompe à carburant. Le garage était chaud malgré la neige de mars encore empilée dehors, la chaleur pompant des bouches d'aération au plafond, l'odeur d'huile moteur et de métal partout. Danny y travaillait depuis 8 semaines et chaque jour il apprenait quelque chose de nouveau. Il était bon à ça aussi. Mieux qu'il ne s'y était attendu. Les leçons de son père lui revenaient alors qu'il travaillait. Mémoire musculaire de ses week-ends dans l'allée. Et Wilson a dit que Danny avait un toucher naturel avec les machines. L'argent de l'enveloppe avait tout changé. Danny avait payé toutes ses factures, acheté les médicaments de sa mère pour 3 mois à l'avance et mis un acompte sur l'appareil dentaire d'Emma. Il avait fait réparer son camion aussi. Et maintenant, il fonctionnait mieux qu'il ne l'avait fait depuis des années. Grâce à Wilson et aux autres mécaniciens du garage qui avaient passé un samedi à y travailler gratuitement. La famille ne paie pas pour les réparations. Wilson avait dit quand Danny avait essayé de lui donner de l'argent, et Danny apprenait qu'argumenter avec Wilson était inutile. La porte du garage s'ouvrit et de l'air froid s'engouffra avec Laia, s'équilibrant sur une seule béquille maintenant au lieu de 2. Sa physiothérapie allait bien. La semaine dernière, elle avait marché 10 pas sans aucune béquille du tout, et Danny avait vu la vidéo qu'elle avait envoyée au chat de groupe familial, vu Wilson pleurer des larmes de joie en arrière-plan. Elle sourit quand elle vit Danny et s'approcha, se déplaçant plus facilement qu'il y a 2 mois. « Papa paye le déjeuner, dit-elle. Puisque vous avez besoin de manger plus, il dit que vous êtes trop maigre. » Danny rit. Wilson avait décidé que Danny était son projet maintenant. Pas juste lui enseignant sur les voitures, mais aussi sur prendre soin de lui-même. Mange plus, dors plus, arrête de te tuer au travail, disait Wilson au moins 1 fois par semaine. Et Danny essayait, vraiment d'essayer, parce que pour la première fois depuis des années, il y avait des gens qui se souciaient de savoir s'il allait bien. Ils allèrent au petit bureau à l'arrière du garage où Wilson était au téléphone avec un fournisseur de pièces, sa voix retentissante alors qu'il discutait des prix. Quand il vit Danny et Laia, il les fit signe d'entrée et termina son appel. « Le déjeuner est en route, dit-il. Pizza, fromage en plus, les bonnes choses de chez Angelo's. » Danny avait appris que chaque déjeuner avec Wilson se transformait en leçon sur quelque chose, et aujourd'hui n'était pas différent. Pendant qu'ils attendaient la nourriture, Wilson sortit un album photo, le genre à l'ancienne avec des pages en plastique et des photos collées avec des onglets de coin. Il l'ouvrit à une page montrant un Wilson plus jeune debout à côté d'une moto, ses bras autour d'une femme aux yeux gentils et un sourire chaleureux. « C'est ma femme, dit Wilson, la mère de Layla. Elle est morte quand Laia avait 6 ans. Un conducteur ivre l'a heurtée sur le chemin du retour du travail. Sa voix était stable, mais Danny pouvait entendre l'ancienne douleur en dessous. Après sa mort, le club est devenu tout pour nous. Ils se sont présentés avec de la nourriture et de l'argent et de l'aide. Ils ont veillé à ce que Laia ait ce dont elle avait besoin. Ils m'ont appris que la famille n'est pas juste le sang, c'est qui se présente quand les choses s'effondrent. » Laia se pencha contre l'épaule de son père, et Danny vit combien d'amour il y avait entre eux. Comment le crash et le fait de l'avoir presque perdu avaient rendu leur lien encore plus fort. Wilson continua de tourner les pages montrant des photos d'événements du club, de balades à travers les montagnes, de barbecues et de célébrations et de funérailles. Chaque photo avait une histoire, et Wilson leur raconta tout sur des frères qui l'avaient aidé à réparer sa maison, sur des sœurs qui avaient veillé sur Laia quand il devait travailler tard, sur une famille construite sur la loyauté et le respect. « Je vous dis cela, dit Wilson, regardant Danny, parce que je veux que vous compreniez ce que vous avez fait quand vous vous êtes arrêté pour Laia. Quand vous avez tout risqué pour la sauver, vous avez vécu selon le même code que nous. La famille aide la famille. Les frères aident les frères. Vous ne laissez pas les gens derrière. Et c'est pourquoi vous êtes ici maintenant, pourquoi vous faites partie de cela. Pas parce que nous avons pitié de vous,
Pas parce que nous sommes gentils, mais parce que vous avez prouvé que vous êtes l'un des nôtres. La pizza arriva et ils mangèrent dans le bureau chaud, parlant de voitures et de motos et de la vie. Danny leur parla de l'appareil dentaire d'Emma, comment elle avait pleuré des larmes de joie quand elle avait découvert qu'elle les aurait, comment elle avait serré Danny si fort qu'il ne pouvait pas respirer. Il leur parla de sa mère, comment elle avait pu réduire à un seul emploi parce que le nouveau salaire de Danny était suffisant pour aider davantage. Il leur parla des cours du soir qu'il envisageait de suivre au collège communautaire, peut-être obtenir un diplôme en technologie automobile. « Fais-le », dit Wilson immédiatement. « Le club a un fonds de bourse. Nous paierons pour vos cours. »« Je ne peux pas vous demander de faire ça, » dit Danny, mais Wilson leva la main. « Vous ne demandez pas, je dis. L'éducation compte. Les compétences comptent. Vous êtes jeune. Vous avez toute votre vie devant vous. Ne la gaspillez pas. Construisez quelque chose de bon. » Après le déjeuner, Danny retourna travailler sur un camion qu'il avait besoin de nouveaux freins. Il était sous le véhicule, ses lunettes de sécurité sur le nez, et ses mains se déplaçant à travers les étapes familières de retrait des vieilles plaquettes de freins quand il entendit des motos dehors. Le son était différent de celui des camions de livraison et des voitures de clients qui s'arrêtaient habituellement. C'étaient des moteurs plus gros, des grondements plus profonds. Danny roula dessous le camion et se leva juste au moment où un groupe de motards entra par la porte. Ils venaient d'un club différent, des écussons différents sur leur dos, et Danny sentit la température dans le garage chuter. Wilson sortit du bureau et Danny vit le visage de son patron devenir dur et sérieux. Laia avait parlé à Danny de la politique des clubs, de comment différents groupes avaient parfois des problèmes les uns avec les autres, de comment le respect et le territoire importaient. Le motard en chef, un homme énorme avec une tête chauve et une barbe épaisse, s'avança. « Wilson, » dit l'homme, et sa voix n'était pas amicale, mais elle n'était pas hostile non plus. « J'ai entendu dire que vous aviez recueilli ce gamin qui a sauvé la fille, celle du crash des hélicoptères. » « C'est exact, » dit Wilson, et Danny pouvait sentir le garage se remplir de tension comme de l'électricité statique avant une tempête. Danny est l'un des nôtres maintenant. L'homme chauve regarda Danny, l'étudiante avec des yeux sombres qui avait vu beaucoup de vie dure. Puis lentement, son visage se fendit en un sourire. « C'est bon, dit-il. C'est vraiment bon. Nous avons entendu l'histoire, entendu ce qu'il a fait. Il faut une sorte spéciale de personne pour faire quelque chose comme ça. Dites-lui qu'il a des amis dans notre club aussi. S'il a jamais besoin de quelque chose, il appelle. Nous n'oublions pas les gens qui font ça, n'est-ce que pas? » Le visage de Wilson se détendit et il s'avança pour serrer la main de l'homme chauve. « J'apprécie ça. Ça signifie beaucoup. » Les motards partirent aussi vite qu'ils étaient venus, et Danny resta là confus jusqu'à ce que Laia explique. « La nouvelle se répand dans le monde de la moto, » dit-elle. « Les clubs se parlent, partagent des histoires. Ce que vous avez fait pour moi, ce n'est pas juste notre club qui le respecte. D'autres clubs aussi. Vous êtes un peu célèbre maintenant. » Danny ne savait pas quoi faire avec cette information. Célèbre semblait le mauvais mot. Il avait juste fait ce qui devait être fait, avait suivi les règles de son père, avait choisi d'aider au lieu de s'en aller. Mais à mesure que les semaines passaient, Danny commença à voir ce que Laia voulait dire. Les gens au garage le traitaient différemment, avec plus de respect, plus de chaleur. D'autres motards s'arrêtaient juste pour lui serrer la main. Une fois au supermarché, un vieil homme en gilet de cuir vit la veste de Danny et paya ses courses avant que Danny ne puisse l'arrêter. « C'est pour être un bon humain, » dit le vieil homme, et s'en alla avant que Danny ne puisse dire merci. 3 mois après le crash, le garage ferma tôt pour un événement du club, une balade de printemps à travers les montagnes pour célébrer la fin de l'hiver. Wilson insista pour que Danny vienne, et même si Danny n'avait jamais conduit de moto avant, Laia promit de lui apprendre. Ils commencèrent sur le parking. Laia lui montrant les commandes, le frein et l'accélérateur et l'embrayage. Sa patience infinie, alors que Danny faisait caler le moteur encore et encore.
Finalement, il prit le coup de main, sentit la puissance entre ses jambes alors que la moto avançait, et le sourire sur son visage fit rire Laia à gorge déployée. La balade à travers les montagnes était comme volée. 182 motos se déplaçant ensemble. Une rivière de chrome et de cuir coulant à travers les virages et les lignes droites. Danny roulait à l'arrière avec Laia à côté de lui sur sa propre moto. Ses jambes assez fortes maintenant pour actionner les commandes. Le soleil de printemps était chaud et la neige fondait, l'eau coulant en ruisseau le long de la route. Ils passèrent l'endroit où l'hélicoptère s'était écrasé et Danny ralentit sans le vouloir. L'épave était partie, dégagée, mais il pouvait encore la voir dans son esprit, encore la voir piégée dans la neige. Elle s'arrêta à côté de lui et leva sa visière. « Ça va? »« Oui, Danny dit, juste me souvenant. »« Moi aussi, Laia dit. Chaque fois que je passe par ici, je me souviens comme j'avais froid, comme j'avais peur, et puis je me souviens de votre visage et comment vous ne m'avez pas laissé, comment vous êtes resté. » Elle tendit la main et serra son bras. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée d'une drôle de manière. J'ai appris sur qui je pouvais compter. Appris ce qui compte vraiment. Ils continuèrent à rouler rattrapant le groupe, et quand ils atteignirent l'aire de repos des camions à la bonne kilométrique 57, la même où l'ambulance avait attendu, Wilson appela tout le monde à s'arrêter. Les moteurs garèrent leurs motos et se rassemblèrent alors que Wilson se tenait sur le trottoir et éleva la voix. « Il y a 3 mois, ma fille a failli mourir juste ici. Mais elle n'est pas morte parce qu'un jeune homme nommé Danny Reeves a refusé de la laisser mourir. Il a risqué sa vie, perdu son travail et n'a rien demandé en retour. Aujourd'hui, je veux rendre quelque chose officiel. » Wilson sortit un gilet en cuir plus petit qu'une veste avec le logo Hells Angels sur le dos. « Danny, vous n'êtes pas mamie et nous ne vous demandons pas de l'être, mais vous êtes de la famille. Et ce gilet, il est honorifique. Cela signifie que vous êtes sous notre protection. Cela signifie que vous êtes l'un des nôtres toujours. » Danny prit le gilet avec des mains tremblantes. Il l'enfila par-dessus sa chemise et son poids semblait juste. Se sentait comme appartenir. Les motards éclatèrent en acclamations et applaudissements. Et Danny sentit ses yeux brûler de larmes pour la 100e fois depuis qu'il avait rencontré ces gens. Wilson le serra dans une forte étreinte, le genre d'étreinte qu'un père donne à un fils. Et Danny le serra en retour, pensant à son propre père, pensant à quel point il serait fier. Cette nuit-là, Danny était assis sur le petit balcon de son appartement, portant son gilet et regardant les étoiles. Son téléphone vibra avec un SMS d'Emma. « Viens demain, je veux te montrer mon sourire. » Suivi d'environ 20 emojis heureux. Sa mère avait envoyé un SMS aussi. « Si fier de toi, chérie, ton père le serait aussi. » Et qu'il y avait un message dans le chat de groupe du club, Wilson postant une photo de la balade avec la légende « Famille par action ». Danny pensa à ce matin sur la montagne, à la fraction de seconde où il avait décidé de s'arrêter au lieu de passer. Un choix fait dans un moment de froid et de peur et d'incertitude avait tout changé. Il avait un travail maintenant, un bon travail avec des gens qui le valorisaient. Il avait des amis, de vrais amis qui se présentaient quand les choses étaient dures. Il avait une famille qui n'était pas de sang, mais était plus forte que certaines familles de sang ne l'ont jamais été. Et le plus important, il avait la preuve que les règles de son père fonctionnaient, que se présenter comptait. Que d'être un homme bon n'était pas juste des mots, mais des actions qui se propageaient et changeaient des vies. Laia marchait à nouveau, vraiment marchant, juste une petite boiterie que le médecin a dit disparaîtrait avec le temps. Elle volait aussi, avait obtenu sa licence d'hélicoptère juste la semaine dernière, et Wilson avait pleuré à la cérémonie. Danny avait été là pour le voir, avait regardé Laia serrer la main de l'instructeur et recevoir son certificat, et il s'était senti fier comme si elle était sa propre sœur. Le club avait organisé une fête qui avait duré jusqu'à minuit, et Danny était resté tout le temps, apprenant à jouer au billard avec les gars et parlant de la vie avec les femmes qui roulaient et racontant des histoires sur son père à quiconque voulait écouter.
Alors que Danny était assis là sous les étoiles, regardant la lune monter plus haut dans le ciel, il fit une promesse à son père et à lui-même. Il continuerait à vivre selon les règles. Il s'arrêterait quand les gens auraient besoin d'aide. Il se présenterait quand ça compterait. Il serait quelqu'un sur qui les gens pourraient compter. Pas parce que c'était facile, pas parce que cela le rendrait riche ou célèbre, mais parce que c'était juste, parce que c'est ce qui empêchait le monde de s'effondrer, parce que c'est ce que faisaient les hommes bons. Et Danny Reeves, 22 ans, avec de la graisse sous les ongles et un gilet en cuir sur les épaules, et une famille qui faisait de la moto et s'inclinait dans la neige, était un homme bon. Son père lui avait appris comment. Les Hells Angels lui avaient montré que ça comptait. Et chaque jour à venir, Danny le prouverait encore et encore. Un choix à la fois, une personne à aider, un moment où il aurait pu partir mais ne l'a pas fait. C'était son héritage, c'était sa vie, et c'était